Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire Zoom Appalaches. Ce soir, nous rencontrons Madame Isabelle Gagnon, une jeune femme de la région qui s'est, avec le temps, spécialisée un peu dans les îlots de chaleur. Alors, Madame Gagnon, je vous laisse vous présenter. Donc, bonsoir. Mon nom, c'est Isabelle et je suis enseignante chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne, entre autres, c'est enjeux environnementaux contemporains. Donc, c'est vraiment toutes les questions environnementales là, desquelles on pourrait dire que je suis spécialiste. Je donne aussi des cours monde occidental. Le cours monde occidental. J'enseigne aussi au cégep en géographie, au cégep à Sherbrooke, cégep à Québec aussi. Actuellement, j'ai pas de contrat, là, donc j'habite dans la région de Thetford suite à un congé de maternité, donc je suis revenue ici. Puis c'est ça, on a organisé une conférence dans le cadre de la semaine d'action environnementale avec certains collègues. Puis moi, j'avais fait une conférence sur les îlots de chaleur, puis on trouvait ça pertinent là, de venir aborder ce sujet-là dans le cadre d'une entrevue ici. Et ça laisse sous-entendre que des îlots de chaleur dans la région, dans la MRC des Appalaches, on en aurait. Oui, on en a. Puis je vais vous en montrer, sur des cartes. D'accord. Et ça peut avoir une influence sur les gens, les îlots de chaleur ici, ou il y en a, mais qui ne dérangent pas vraiment, je ne sais pas? Bien, ça pourrait être problématique. C'est vraiment une question qu'il faut aborder. Oui, la ville est relativement petite, fait que les îlots de chaleur peuvent moins peut-être se faire sentir que dans les grands centres où, par exemple, la ville de Montréal, le centre-ville est vraiment très étendu, fait que la chaleur ne réussit pas à s'évacuer. Thetford, quand même, le cycle îlot de chaleur, revenir à la fraîcheur peut être plus rapide parce que c'est plus petit, mais c'est quand même des questions dont il faut se soucier, particulièrement avec les personnes vulnérables, les personnes âgées, les jeunes enfants. Les cours d'école qui sont complètement asphaltés, c'est des véritables fournaises. Les journées où il fait chaud, on laisse nos enfants jouer là-dedans, ça affecte leur humeur, ça affecte le taux d'agressivité aussi dans les écoles. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération puis c'est un problème auquel il faut trouver des solutions. Mais là, vous parlez des cours d'école. C'est sûr que l'été, les enfants ne vont pas là. Bien, c'est encore drôle. Moi, les îlots de chaleur, ça commence quand? C'est quand la neige est fondue? Parce que là, présentement, des îlots de chaleur dans la région, il n'y en a pas. Oui, on est en plein mois de février. Non, il n'y en a pas. Mais ça commence quand? Ça commence quand la neige est fondue? Ou... Bien, en fait, ce qui va être problématique, c'est les journées où ça va dépasser le 25-26 degrés. Puis là, après ça, on va aller dans des endroits où il y a des îlots de chaleur. On peut voir des différences de température qui vont au-delà de 10 degrés entre un milieu boisé, par exemple, puis juste à côté, on aurait une surface asphaltée. Bien, on aurait une température ambiante dans les deux milieux qui pourrait varier de 10 degrés Celsius. Fait que si on a 25, on aurait 35 à côté, c'est là que ça peut être problématique. Fait que c'est quand que ça commence, c'est sûr que c'est les journées où il fait chaud. Une journée de pluie, là, un îlot de chaleur, je veux dire, on s'en fout. Là. Mais s'il fait chaud une journée, ça peut être problématique. Puis les enfants, avec les changements climatiques, entre autres, l'été tend à s'allonger. Le printemps, il fait chaud plus tôt, la neige s'en va plus de bonne heure. Fait qu'au mois de juin, là, il y en a des journées où il fait très chaud. Même chose avec le mois d'août, eux autres pas où, le cégep commence au mois d'août. Mais les élèves de primaire, primaire, secondaire, c'est début septembre. Fait qu'en septembre, octobre, on a connu des très hautes températures. On peut penser à il y a 2 ans, il a fait vraiment chaud pendant l'automne. Fait que oui, les cours d'école, c'est problématique. Puis même si les enfants ne sont pas là l'été, il y a quand même les enfants du quartier qui vont aller jouer dans les parcs des cours d'école. C'est vrai. Mais là, on parle des cours d'école, mais une région comme Thetford, où la végétation n'a jamais été à l'honneur, disons. Il y a plusieurs quartiers où il n'y a pratiquement pas d'arbres. Ouais. Il y a beaucoup d'îlots de chaleur dans la région? Ou, Dans la région, oui. Avant, j'aimerais ça vous expliquer c'est quoi un îlot de chaleur. D'accord. Un îlot de chaleur, donc, c'est une zone où les températures vont être plus élevées qu'une zone boisée, par exemple. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Puis, c'est vraiment le type de surface qui va faire en sorte que ça va créer un îlot de chaleur. Donc, le type de surface, on va avoir des surfaces qui sont foncées. Donc, si de l'asphalte noir, par exemple, on le sait, si on porte du noir, il fait beaucoup plus chaud que si on est habillé en blanc. Bien, c'est la même chose pour la surface. Donc, si la surface est foncée, elle va absorber
les rayons du soleil, puis va les transformer en chaleur. Si la surface est blanche, elle va réfléchir la chaleur. Donc, la neige elle réfléchit pas la chaleur, elle réfléchit les rayons, puis on n'accumule pas de chaleur. Donc, ça, c'est une première chose, la couleur. Ensuite, on a le type de matériaux. Donc, si on a du béton, si on a de la pierre, c'est tous des matériaux qui, pendant le jour, vont absorber la chaleur et pendant la nuit, donc, vont réémettre cette chaleur-là dans l'atmosphère. Donc, c'est aussi ça le problème avec les îlots de chaleur, c'est que c'est normalement, dans un milieu boisé, il peut faire chaud le jour, mais la nuit, ça va rafraîchir, puis après ça, le lendemain, la journée va recommencer, il va faire chaud. Bon. Si on est en milieu urbain, où il y a des surfaces qui sont bétonnées, des surfaces qui sont minéralisées, là, on va avoir c'est que la nuit, on ne réussira pas à rafraîchir. Fait que le lendemain, on repart avec notre point de départ, il est plus chaud, on rajoute de la chaleur, bien, après le lendemain aussi, puis c'est comme ça que ça se crée un îlot de chaleur. Ça peut être sur plusieurs journées, dépendamment du secteur dans lequel on est situé. Fait que c'est là que ça va être problématique. Puis on parle aussi d'îlot de chaleur parce que c'est vraiment quelque chose qui est très localisé. C'est centralisé à des endroits précis. C'est vraiment précis. Puis je donnais l'exemple d'une cour d'école. Une cour d'école, là, on va le voir, à côté, on va être dans un quartier boisé, mais si la cour d'école est tout en asphalte, bien, il va faire chaud à cet endroit-là. Puis si on se déplace à côté, bien, on va avoir notre différence de température, puis on va sentir l'effet de la fraîcheur. Fait que c'est pour ça qu'on dit îlot. Donc, quand on parle de la ville au grand complet, c'est qu'on va parler de petits secteurs dans la ville. Puis il y en a certains qui vont être plus étendus, mais c'est vraiment par secteur, puis c'est très localisé. Avez-vous des images comme la ville de Thetford avec les haldes minières qui sont peut-être plus grises que blanches ou que noires? Oui, les algues, c'est un gros problème. Quand même la chaleur, oui. Ici, j'avais une image de la ville de Montréal. Je ne voulais pas voler mon punch. Donc, on voit toutes les régions qui sont rouges. C'est là où il y a des îlots de chaleur. Ici... on le voit plus dans la partie sud de Montréal. Oui, ceux qui connaissent bien la ville, on voit que le centre-ville, il est tout rouge. Le Mont-Royal, c'est plus vert. On a la région... du jardin botanique qui est plus vert aussi. Donc ça va être des îlots de fraîcheur, puis après ça, les îlots de chaleur. Fait qu'on se dit, OK, une grande ville, c'est normal qu'on ait plein de rouge. Là, ici, on avait la ville de Québec. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais je vais aller ici. Ça, c'est la ville de Thetford. Fait qu'on voit... Ce qui est en vert, c'est des endroits qui sont plus frais. Boisés, probablement. Oui, c'est boisé. En connaissant bien le territoire, c'est ça qui est le fun aussi. On peut regarder avec des images Google Earth ou Google Maps, en tout cas des images satellites, puis voir, OK, quoi correspond à quoi. Puis c'est ça. Ce qui est vert, souvent, ça va être boisé. Puis après, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de rouge dans la ville de Thetford. Ici, on reconnaît le boulevard Frontenac. On a ici la rue Saint-Alphonse. Avec ici la polyvalente. Donc, c'est vraiment... Ah oui, les terrains asphaltés, hein? Oui. Puis ils ressortent, là. Puis on voit, il y a vraiment beaucoup de stationnement. Il y a très peu d'arbres dans le secteur du boulevard Frontenac. Puis ça ressort comme îlot de chaleur. Les immenses plaques rouges, là, de... Ceux-là qui sont en bas. Oui, c'est lesquels? Ça, c'est des algues minières? Oui, c'est des algues minières et des mines aussi. Donc, les mines et les algues, ça va être vraiment des immenses masses thermiques qui vont absorber la chaleur donc pendant le jour puis qui vont la réémettre la nuit. C'est des îlots de chaleur. Est-ce que c'est problématique dans la région de Thetford? Plus ou moins. Pourquoi? Bien, il n'y a personne qui se promène là. Les mines ne fonctionnent plus, il n'y a plus grand monde, donc c'est pas si problématique. Mais en même temps, les gens qui sont à proximité de ces secteurs-là peuvent ressentir quand même l'effet de la chaleur. Donc, est-ce que ça affecte les gens qui sont dans le coin de l'hôpital, par exemple, d'avoir des îlots comme ça? Pas vraiment. Sauf que c'est vraiment un problème auquel il faut trouver des solutions. Mais dans le secteur des concessionnaires auto, le boulevard s'est bien aménagé dans les dernières années. La ville de Thetford, est-ce que ça peut contribuer à diminuer l'îlot de chaleur? Sûrement. Oui. Donc, c'est ça. Si on parle des solutions aux îlots de chaleur, la solution ultime, qui est quand même assez simple, c'est planter des arbres. Planter des arbres, ça purifie l'air, ça absorbe les gaz à effet de serre et ça réduit considérablement les îlots de chaleur. C'est vraiment l'outil par excellence, les arbres. Et dans le secteur
que vous mentionnez, dans le coin du boulevard la rue Notre-Dame, dans le coin des concessionnaires, ils ont mis un terre-plein au milieu de la rue. Donc, c'était vraiment un boulevard à 4 voies qui a été transformé en un boulevard à 2 voies avec un terre-plein au centre. Un terre-plein qui est gazonné avec des arbres qui ont été plantés. Pour l'instant, les arbres sont encore assez petits, mais ils vont grandir, devenir plus gros. Il y a peut-être une petite tache de rouge qui va disparaître à un moment donné. Oui, ça va s'atténuer. Ou même, ça a déjà commencé à s'atténuer. Puis si on avait fait... cette carte-là date d'environ, c'est 2016-2017. OK. Quand les données ont été... C'est pas si vieux que ça. Ont été faites. Je pense que ça provient de... 2 ou 3 ans. Oui, c'est le gouvernement du Québec qui publie ces données-là. Okay. Donc, c'est accessible à tous. Si les gens veulent chercher puis aller voir les cartes, tapez Données Québec, îlot de chaleur, puis il y a une carte interactive, puis on voit toutes les municipalités qui ont, pour lesquelles... Ouais, dans la MRC, est-ce qu'il y a d'autres municipalités que Thetford où il y aurait des îlots de chaleur? Bien, je pense à Coleraine, particulièrement. Oui, j'en ai ici. Donc, Saint-Joseph de Coleraine, on le voit, qui est relativement petit. Là, on s'entend, c'est pas une immense municipalité. Non. Mais il y a des îlots de chaleur qui ont été relevés. Il y en a à East Broughton, il y en a à Disraeli, puis celle qu'on voit ici, c'est le secteur Black Lake, où on voit les immenses taches rouges, c'est vraiment les trous de mine. C'est dans un des secteurs de Thetford où il y a le plus d'îlots de chaleur. Oui, vraiment. Ouais, c'est à cause des mines? Oui, absolument. Si on met une carte, je l'ai ici, là. Si on met ici une carte, on voit, là, ça, c'est le secteur, bon, on a la région de Thetford, mais on voit, c'est vraiment tous des résidus miniers qui sont ici. Okay. Si on faisait la même chose pour le secteur de Black Lake, on voit c'est vraiment les mines et les résidus miniers qui correspondent aux taches rouges. C'est assez facile, même si sur les cartes d'îlots de chaleur, on n'a pas... on n'a pas le nom des rues, on n'a rien, mais je veux dire, c'est tellement clair d'associer, si je reviens à la ville de Thetford, d'associer justement ici le boulevard Frontenac, on le voit très bien, la rue Saint-Alphonse aussi. Fait que c'est facile de se refaire la ville, de se faire une carte mentale de la ville quand on voit une image comme ça, si on a une bonne connaissance au préalable du territoire. Y a-t-il des aspects positifs à avoir des îlots de chaleur? Non. Il n'y en a aucun? Non, il n'y en a pas. On pourrait penser, il va faire plus chaud, mais c'est problématique parce que les journées où il fait chaud, il va faire trop chaud dans les endroits où il y a des îlots de chaleur. Tu sais, là, il fait froid, on se dit que ça serait le fun. Mais la neige fondrait plus vite. C'est ça. Mais s'il fait 20, il ne fera pas 30 nécessairement à côté. C'est plus le problème, c'est s'il fait 30, puis il se met à faire 40. Un ressenti 40 dans un secteur, c'est là que c'est problématique. Le problème se situe en été. Oui. Surtout. Oui, on s'entend. Puis l'hiver, les vulnérabilités, j'ai de la misère avec ce mot-là. Oui, les vulnérabilités, c'est les gens, les personnes âgées qui vont être vulnérables parce que si la température augmente, les problèmes respiratoires arrivent, mais on va avoir la qualité de l'air qui va se détériorer. Il y a vraiment... Le soleil va interagir différemment avec les molécules présentes dans l'air et va détériorer. Donc, ça va augmenter les épisodes de smog. Ça va vraiment, détériorer la qualité de l'air. Il va y avoir à l'intérieur des bâtiments aussi présence de plus de moisissures, présence d'acariens. Ah oui? Fait qu'il y a vraiment comme beaucoup d'effets dominos, si on veut, qui se produisent suite à l'exposition d'un certain milieu à des températures plus élevées. En parallèle aux personnes âgées, il y a aussi les enfants qui sont affectés? Oui, c'est ça. Il y a les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants qui sont vraiment... Et les personnes aussi qui ont des maladies respiratoires. OK. Donc, c'est vraiment les populations là, qui vont être les plus à risque d'avoir des problèmes suite à l'exposition à des températures trop élevées. Je lisais dans certaines données qu'il y aurait environ 12 de la population qui doivent consulter le médecin dans des périodes où les îlots de chaleur sont intenses. Ah oui. J'ai écouté une conférence d'un certain M. Reeve, non pas Hubert, mais un Son neveu. frère. Mais c'est M. Reeve et c'est un échocardiologue qui est en fait c'est un médecin qui se spécialise sur l'effet de l'environnement sur la santé des gens. Puis dans sa conférence, il expliquait, c'est clair, net, précis, le lien qui existe entre la qualité de l'environnement dans lequel les gens sont et leurs problèmes cardiovasculaires. Plus la qualité de l'environnement est détériorée, il fait trop chaud, la qualité de l'air est médiocre, la qualité de l'eau n'est pas très bonne, les sols sont contaminés. Donc, toute l'exposition des gens à des molécules qui sont problématiques
pour la santé. Si on les expose à long terme, bien, ça crée des problèmes, entre autres cardiovasculaires. OK. Point de vue humain, Oui. la chaleur anthropique causée par les humains, principalement, c'est encore le même phénomène. C'est les coupes forestières trop intenses, comme on voit peut-être au Brésil. OK, mettons au Brésil. Si vous voulez, je peux parler de la déforestation du Brésil. Actuellement, au Brésil, il y a une déforestation qui est en train de se faire puis qui est vraiment rapide. J'ai passé un bon 2 mois en Amazonie en tout. Vous avez été témoin de ça? Oui, j'ai été témoin de ça. Je suis allée une fois, j'étais étudiante, c'était un cours de maîtrise doctorat avec un spécialiste, là, Marc Lucotte, et Robert Davidson. C'est un des fondateurs du Biodôme. Ah, OK. C'est pas rien, là. C'est vraiment des spécialistes de la région. Puis après ça, j'ai accompagné aussi des étudiants de cégep en Amazonie pour parler justement des enjeux qui sont là-bas. Puis un des gros problèmes, c'est il y a des coupes forestières puis auxquelles les gens pensent pas nécessairement, c'est que l'Amazonie, c'est une forêt tropicale humide. Puis qu'est-ce qui crée la pluie? C'est vraiment le fait que c'est une immense forêt qui respire. Donc, il y a vraiment de l'évapotranspiration qui provient des arbres, qui provient des plantes, qui fait la pluie, puis qui va faire comme tout le régime hydrique de la région. Puis quand on parle de changement climatique, il faut comprendre que le climat, c'est composé de 2 choses. C'est composé de la température et des précipitations. Donc là, on a un contexte global actuellement où on a une augmentation des températures. Donc ça, c'est partout à l'échelle planétaire. Et on a certaines particularités locales où on est en train de modifier complètement les précipitations aussi. C'est le cas du Brésil. Donc au Brésil, on voit déjà le régime hydrique est en train de se modifier. Il y a moins de précipitations parce qu'ils coupent. Puis après ça, ils vont faire de la culture en se disant « Ah, mais il y a plein de pluie ici, on n'est pas dans le désert, c'est des nouvelles terres, c'est bien de faire ça. » Mais c'est que s'ils coupent toute la forêt, je ne dis pas que ça va devenir désertique, mais il va y avoir moins de précipitations. Bien, il parlait que le Brésil, c'est le poumon de la Terre, finalement. Bien, c'est ça. Puis après ça, les arbres ne remplissent plus leur fonction de purification de l'air, chose qui est vraiment importante si on regarde à l'échelle planétaire. Puis en passant, une des plus grandes forêts qui purifie l'air, c'est la forêt boréale. Donc, qui est tout autour de la planète. Là, on en a en Russie, puis on en a une immense partie au Canada aussi. Et avec les vents, 2 jours plus tard, c'est rendu chez nous, ça. Quand il y a des masses de chaleur qui se déplacent. Mais ça, c'est plus... Non, mais ça, c'est plus de la climatologie, puis ça va aller avec les courants jets, puis c'est beaucoup plus complexe que juste... Oups, ça s'en vient, ça peut nous influencer quand même. Oui, ça peut. Bien, ce qui peut aussi influencer, ça va être vraiment le fait d'envoyer des particules dans l'air, comme là actuellement les feux en Australie. Ça a un impact parce que les cendres vont aller se déposer, par exemple, sur l'Antarctique. Ça va rendre l'Antarctique plus foncé. Donc, l'Antarctique risque d'absorber plus de chaleur et fondre encore plus vite. Donc, on parle d'un effet d'entraînement. Ouais. On a un problème qui en amène un autre, puis qu'après ça, ça accélère. Là. Fait que, ouais. Pour lutter contre les îlots de chaleur, pour revenir aux îlots de chaleur, on a la végétalisation. Oui, c'est ça. Ça c'est vraiment important. Est-ce que le gouvernement du Québec investit assez là-dedans? Soit en communication, peut-être, ou la production d'arbres. Je sais que... Il y a beaucoup de programmes pour planter des arbres. Est-ce qu'on dit aux gens que c'est pour lutter contre les îlots de chaleur? Pas nécessairement. On va dire que c'est pour l'environnement, c'est pour améliorer la qualité de l'air, c'est pour capter le CO2 et diminuer les changements climatiques, mais ça a vraiment un impact très local. Maintenant, il y a beaucoup d'investissements qui se font de plus en plus dans les cours d'école. Donc, j'ai vu, entre autres, à Sherbrooke, un projet avec une école. C'est vraiment, je dirais, le plus beau projet de cours d'école qui s'est fait au Québec. C'est l'école Larocque. Il y a un site Internet. Ils vont sortir un documentaire même dans les années à venir. Puis, ils ont vraiment transformé une cour d'école qui était dans un quartier défavorisé. Donc, c'était un désert d'asphalte. Puis, il y avait une rue, un parvis d'église. Ils ont bloqué la rue. Ils ont vraiment végétalisé une très grande partie, puis ça a changé le visage du quartier. En plus, ouais. Ça a vraiment changé complètement la dynamique du quartier. Ça a fait disparaître l'îlot de chaleur. Oui, ça a fait disparaître l'îlot de chaleur. Ça a amélioré les conditions pour les élèves dans l'école. Ça a amélioré la qualité de vie des gens.
Puis en plus, ben, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout le monde. Fait qu'il y a vraiment un... Puis ce projet-là qui a été documenté, qui est suivi, puis il y a des données qui sont prises. Donc, puis ça vient de se faire, ça vient tout juste de se faire. Puis en montrant tous les effets positifs, bien, il va y avoir un effet d'entraînement. Parce que en rencontrant les initiateurs de ce projet-là, ils disaient que, tu sais, à chaque fois, c'était une nouvelle porte à défoncer. Ils rencontraient la commission scolaire, parce qu'en fait, leur cours d'école devait être réasphalté. Puis il y avait un budget, une enveloppe qui était faite pour ça. Ils ont dit, bien là, on va pas remettre de l'asphalte noir dans le cours d'école. Attendez, là, on va faire autre chose. Fait qu'ils ont fait des recherches, puis tout ça, puis... Mais c'est ça, c'était tout le temps des portes à défoncer. Aller voir la commission scolaire puis leur dire on veut une cour qui soit verte, une cour écologique, on veut un jardin, on veut de la diversité biologique, on veut favoriser la biodiversité, tout ça. Et puis, mais c'est ça, ce qui est le fun, c'est que c'est un projet positif, ouais. là. Je veux dire, on verdit une cour d'école, c'est pas... Ça fait boule de neige. C'est ça. Finalement. Mais les gens y ont embarqué, puis là, le projet est terminé, puis les gens en sont fiers. Les autres écoles là, vont avoir le goût de faire la même chose. Exact. Fait qu'il va y avoir un effet d'entraînement. Puis, ils ont réussi à aller chercher comme plusieurs instances gouvernementales, que ce soit au provincial, que ce soit au municipal. Fait que si, je sais que dans la région de Thetford, s'il y a des cours d'école à améliorer, moi, j'aimerais vraiment ça, faire embarquer dans ce projet-là. C'était un des... En fait, dans le cours que j'enseigne, éléments enjeux environnementaux contemporains, j'ai demandé à mes étudiants en équipe de se choisir chacun une école et de verdir, de faire un projet de verdissement de la cour d'école. Puis pas juste verdissement, là, vraiment changement. Mais là, c'est juste un stade de projet. C'est juste au stade de projet, mais c'est quand même... Moi, je me dis, je plante des petites graines dans la tête de des futurs enseignants qui vont être dans des milieux scolaires qui peut-être vont vouloir verdir leur milieu. Parce que c'est des initiatives locales qui font que les choses vont changer. Ça va peut-être se transporter aux infrastructures urbaines aussi. Idéalement, si ça peut justement entrer dans les schémas d'urbanisme de la ville, puis de dire, OK, là, si on fait un nouvel aménagement, on fait un nouveau quartier, bien, on va essayer de garder des arbres, on va essayer de planter des arbres aussi sur le bord de la rue Parce qu'à Thetford, là, les rues ne sont pas à l'ombre. Tu sais, si on va à Montréal, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les petites rues de Montréal, mais il y a des arbres partout, puis on est à l'ombre quand on marche sur le trottoir. Oui. À Thetford, c'est vraiment dégagé, là. La vue est très dégagée, puis on est toujours sous le soleil quand on est sur une rue. Puis c'est de l'asphalte. Donc ça, c'est problématique parce que c'est des îlots de chaleur, ça absorbe la chaleur, tout ça. Fait qu'on pourrait demander aux gens là, de planter sur le bord de la route. Planter sur le bord du chemin. T'sais, ici, on les voit, là, tous les chemins sont là. Si on mettait des arbres sur le bord des routes... Ça va améliorer la qualité de vie des gens. Ben oui, ça améliorerait la qualité de l'air, ça améliore aussi le visuel de la région. Ensuite, les stationnements du boulevard Frontenac, là, je nomme celui-là, mais il y en a partout des stationnements à Thetford. Mais il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. Mettez des arbres, c'est pas si compliqué que ça, là, de faire des petits îlots, puis de dire, OK, on va mettre des arbres ici. Après ça, d'aménager mieux le stationnement pour mettre des arbres, c'est pas si compliqué. C'est sûr que ça demande une volonté politique, ça demande c'est certain. Un désir, mais c'est pas on n'installe pas un aéroport. On plante des arbres. Et pour combattre les îlots de chaleur, souvent, on utilise les climatisateurs, les climatiseurs. Oui, ça ne combat pas les îlots de chaleur. C'est pour, améliorer notre vie quand on est dans un cadre d'îlots de chaleur. Oui, on va utiliser des climatiseurs. Puis, à l'intérieur, ça va être plus frais, mais un climatiseur, qu'est-ce que ça fait? Ça réchauffe l'extérieur. Ben, c'est ça. Fait que là, ici, c'est pas si pire parce que la densité de population n'est pas si élevée. Mais dans des régions, par exemple, Montréal, où on a des tours d'appartements où, en plus, là, il y a des climatiseurs qui fonctionnent, puis qu'on renvoie de la chaleur, ça rajoute encore de la chaleur. Fait qu'il peut faire chaud. Il nous reste peu de temps. Alors, c'est vraiment intéressant d'aborder ce sujet-là. On aurait pu en parler pas mal plus longtemps. Oui. Pour terminer, est-ce que vous avez des recommandations, des conseils à donner? Je sais que récemment, vous avez fait une conférence. Oui, j'ai fait une conférence. Allez-vous en faire d'autres? Non. C'est pas... Bien, il n'y en a pas de prévu, là. Si on organise... Peut-être pour le Jour de la Terre. En fait, avec le comité de la Semaine d'action environnementale de Thetford, on va probablement faire quelque chose pour le Jour de la Terre. Mais pour l'émission ici, est-ce que vous avez des recommandations? Oui, bien, mettons, pour lutter contre les îlots de chaleur, on a
2 solutions accessibles aux gens, donc planter des arbres sur le terrain, puis essayer d'en mettre sur le bord de la route, limiter les surfaces asphaltées et foncées, et les toitures de maison. J'en ai pas parlé encore, mais les toitures de maison, les mettre pâles. Au lieu de mettre du bardeau d'asphalte foncé, noir, ça absorbe la chaleur, puis c'est pas très bon, là. À Montréal, il y a un règlement où les nouvelles toitures doivent être blanches. À Thetford, je pense pas qu'il y en ait. Non, je pense pas moi non plus. Fait que c'est ça. C'est tout le temps qu'on a. Alors, okay. mesdames, messieurs, j'espère que vous avez apprécié les quelques conseils que Mme Gagnon a pu vous donner. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez la rejoindre. Elle est toujours disponible pour répondre à vos questions. Et sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.